Bonsoir à tous, bienvenue dans la galerie 7.5. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes et tous, on est heureux de vous retrouver, pas à Bordeaux, pas à Toulouse, mais ce soir sur les internets grâce à la boîte à films que je remercie. Et oui, on va clôturer cette édition un peu solidaire, spéciale des Trophées de la Com. La galerie 7,5 ferme ses portes ce soir et délivre ses coups de cœur. Une galerie dédiée aux projets de nécessité économique, d'utilité publique, plus de coopération et moins de compétition cette année face à la crise. Donc bonsoir et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je passe la parole à Nathalie. Et oui, cette année, c'est une année particulière. On la vit tous autrement. Une année où l'on va rechercher de la connexion, du lien avant tout. Et puis, on va continuer surtout à valoriser les talents de nos deux grandes régions, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. À toi, Paul. Bonsoir. Alors, c'est vrai que vous avez pu le remarquer, les Trophées de la Com sont devenus une galerie 7.5. Elles étaient même entre parenthèses. On a vécu une parenthèse suspendue autour de problématiques, d'activités compliquées. Il a fallu s'organiser. Voilà, cette suspension n'a pas heureusement provoqué un arrêt de l'activité totale, mais en tout cas a obligé tout le monde à se réinventer un peu, à se poser des questions, à inventer des nouveaux modes de communication. C'est d'ailleurs ce qu'on va découvrir ce soir, c'est qu'il y a eu des belles réponses. Ces belles réponses, en fait, l'avantage dans cette situation qui a été toute nouvelle, c'est que ces réponses, elles vont rester, elles s'inscrivent dans le marbre, elles ont laissé des traces, et donc c'est un petit peu tout ça qui est inspirant et qui nous a paru en tout cas important, nous, de maintenir en tant qu'association dédiée à la valorisation de nos métiers, pour faire parler un petit peu de cette nouvelle manière de répondre et d'être solidaire aussi sur des questions fortes. Alors, je vais vous présenter rapidement le déroulé de la soirée. Nous allons tout d'abord avoir bien sûr une interview de Mathieu Billon de Sub de Pub qu'organisera Nicolas tout à l'heure. Ensuite, nous aurons une présentation des 5 projets lauréats, donc qui ont été classés. Enfin, on va les donner dans le désordre d'abord pour pas dévoiler le palmarès. Voilà. Et ensuite, on écoutera Nathalie Rénal interviewera Grégory Pouille pour nous présenter son livre, ses actions et son implication au niveau de la résilience et de tout ce qui touche à un petit peu ce nouveau monde qu'on a découvert et le monde d'après dont on parle souvent. Donc, je rends la parole à Nicolas Chabrier qui va peut-être lancer la nouvelle séquence. Alors, l'idée, tout d'abord, c'est de vous dire qu'il n'y a pas de projet sans partenaire fidèle. Et là, j'aimerais remercier la région Nouvelle-Aquitaine qui nous accompagne encore dans ce projet interrégional. Et aussi, j'aimerais remercier les écoles qui donnent un nouvel élan à ce projet et qui ouvrent aussi une porte à la jeunesse. Donc, il y a l'ISEC Bordeaux qui nous a accompagnés sur ce projet. Merci à eux. Il y a Sub de Pub qui nous a accompagnés aussi et je les remercie beaucoup. Et donc, il y a Sub de Com qui a fait un effort conséquent et qui est partenaire premium de cette édition. Et on a la chance ce soir d'avoir Mathieu Billon et nous allons échanger quelques mots avec lui. Bonsoir Mathieu, je suis content que tu nous rejoignes dans cette petite galerie numérique ce soir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour ton soutien et on va essayer d'en savoir plus sur les motivations d'un tel soutien. Donc la première question manque un peu d'originalité, mais c'est pourquoi soutenir la galerie 7,5 et pourquoi soutenir cette édition si particulière? Soutenir cette galerie 7,5, c'est soutenir et c'est accompagner une filière dont on fait partie, nous, école au pluriel, puisque on vient d'en citer plusieurs et on a la chance de former aujourd'hui à des métiers qui sont formidables. Donc, avant tout, soutenir cet événement, c'est soutenir un secteur, soutenir des professionnels et soutenir naturellement des apprenants qui seront vos futurs collaborateurs et professionnels des métiers de la communication. La jeunesse est quelque chose d'extrêmement important pour nous et
effectivement, il est important pour nous qu'elle soit connectée au métier à travers la mise en lumière de ces derniers et la manifestation de ce soir, les trophées de la com, les nuits de la com et toutes les autres manifestations que peuvent porter les réseaux que vous représentez sont extrêmement importants pour nous. Et puis tu l'as dit, Nicolas, en préambule, c'est mettre en perspective cette dimension de coopération au-delà de la compétition, puisque effectivement, on est dans des contextes où on se met souvent à vouloir chercher des parts de marché, à être la meilleure agence et parfois dans des situations où le commercial peut prévaloir, c'est normal, c'est ce qui fait fonctionner notre modèle, mais de la compétition arrive peut-être la coopétition ou au moins la coopération, qui sont des mots qu'on utilise aujourd'hui dans nos formations. Et la coopération fait naître la créativité, et c'est ce qui pour nous le plus important aujourd'hui à mettre en perspective, d'où notre soutien à cette belle manifestation. Et encore merci de nous donner la parole. Merci à vous. L'idée, c'est que les 32 projets présents sur cette galerie, ils véhiculent aussi une créativité, un enthousiasme de la communication, aussi un remède un peu à la crise. En quoi les étudiants de Sub2Com se sont reconnus dans cette galerie, se sont reconnus dans ces projets, en quoi ça leur parle et du coup, en quoi ils échangent aussi avec nous. Bien sûr. Bah oui, enfin, la créativité est un vecteur qui est tellement important dans nos enseignements. Alors la créativité, elle nous est parfois imposée. La situation, la conjoncture que nous traversons nous amène à nous réinventer. En tous les cas, c'est ce qu'on veut partager en tous les cas avec nos étudiants. Moi, quand tu me parles de créativité, quand je vois les projets de ce soir, et on les a tous regardés et partagés à nos étudiants, au moins du campus de Bordeaux pour Sub2Com. 3 mots me viennent. Le premier, c'est celui d'innovation. C'est la volonté de créer, la volonté de faire différemment. Et je crois que ça, c'est extrêmement important de voir qu'aujourd'hui, et encore une fois, malgré un contexte extrêmement complexe, je dirais pas compliqué. Compliqué, c'est un mot qu'on a enlevé de notre dictionnaire, mais complexe, nous oblige à créer, à innover et à avoir une réalité différente. Ça permet aussi de faire immerger des idées et de les faire découvrir et de les mettre en lumière et en perspective. Et puis, tout ça, c'est pour nous, en tous les cas, être créatif, être différent, c'est donner la possibilité aussi à nos apprenants d'intégrer un marché du travail en affirmant leurs différences. En tous les cas, c'est notre promesse à Sub2Com, c'est comme ça qu'on est identifié. C'est faire la différence. C'est faire la différence d'abord pour soi et ensuite pour l'entreprise, les entreprises ou l'agence ou l'employeur que l'on représente. Voilà. Et je trouve que les projets, comme ils sont présentés aujourd'hui, marquent à chaque fois une différence, au moins une patte. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu retenir et qu'on a partagé avec nos étudiants. Les projets, ils sont tous singuliers et c'est vrai qu'ils sont tous différents dans cette galerie, mais il y a peut-être quelque chose qui les regroupe et ils ont en commun la vivacité de la communication, une communication vivante, une matière vivante qui nous permet aujourd'hui de surmonter la crise. En quoi cette communication dite vivante, on peut le retrouver dans les enseignements de votre école? Vivant, on le voit pour moi et pour nous. J'ai la chance aussi de diriger les programmes pour Sub2Com, d'être sur les 9 campus en France et vous l'avez très bien matérialisé dans cette espèce de forme presque d'ADN qui avec les faisceaux de lumière et avec les 4 mots-clés que vous avez sélectionnés, la créativité, l'adaptabilité, la solidarité et l'engagement. L'engagement étant une des valeurs de nos écoles. La créativité, on vient d'en parler. L'adaptabilité, c'est une valeur extrêmement importante et c'est ça qui donne pour moi beaucoup de vie à la communication. La communication, elle est vivante parce qu'on est curieux, parce qu'on est des acteurs de la communication, tous à nos échelles, et parce qu'on est des acteurs de la transformation. La communication, elle est vivante parce qu'on est aussi solidaire. La solidarité, on en a parlé, la coopération, la relation entre nous, et puis la volonté à un moment de prendre la parole tous ensemble pour défendre nos secteurs et nos métiers. C'est le cas ce soir. Et puis le dernier point qui me paraît fondamental, c'est l'engagement. L'engagement dans les valeurs que l'on représente, dans les valeurs de la marque que l'on porte, et le sens que l'on y donne. Je le sais, et vous sur vos 2 réseaux, vous le portez régulièrement. Le terme de sens est fondamental. En tous les cas, il est prépondérant aujourd'hui, et c'est ça qui rend la communication vivante, une matière vivante. La com, elle est vivante parce que rien ne sera possible sans elle demain dans un monde que l'on ne connaît pas encore. Et encore une fois, merci infiniment pour l'invitation
Nicolas, parce que je trouve qu'il était important de donner ce sens à cet événement et à la galerie 7.5. Merci à toi Mathieu, merci d'avoir été là. Les projets, on en parle et il est peut-être temps de les découvrir, du moins on va découvrir les lauréats ce soir. Je passe donc la parole à Paul pour découvrir les premiers lauréats. Non, moi non plus. Merci Nicolas, merci Mathieu, pardon. Il est important de rappeler effectivement cette notion de sens qui prime dans toutes les actions que nous devons mener. On va parler d'émotion aussi. Je crois que l'émotion, et j'imagine, sans vouloir divulgacher ce qui va se dire après, mais j'imagine que Grégory et Nathalie aborderont cette question. On va sans plus tarder annoncer les 5 lauréats qui ont été élus par le public. Alors attention, on ne les donne pas dans un classement, hein, on les donne dans le désordre volontairement pour ensuite, après l'intervention de Grégory, vous donner le palmarès. Donc je vais vous présenter une première campagne qui a été sélectionnée parmi les 5 qui seront primés ce soir. Cette première campagne s'appelle « Confiné mais connecté ». Il s'agit de l'annonceur, c'est l'IMSA, et c'est une action de com interne avec un direct qui a été créé pour cette occasion. Alors, on se situe en plein premier confinement. Hein. La problématique, c'est un événement. Ils ont décidé de créer un événement numérique très rapidement pour maintenir la cohésion interne via un outil qui était déjà existant, hein, qui est Teams. Voilà, ils ont décidé de créer un rendez-vous récurrent pour échanger avec le principe d'un canal direct. Des moments d'échange direct et authentique. Voilà, c'était un petit peu le parti pris. Le format qu'ils ont mis en place, c'est 30 minutes, 2 fois par semaine, donc avec 2 animateurs, un ou plusieurs invités et une personne en régie. Donc, ça demandait une petite équipe pour tenir ce processus. Voilà. Et ils ont lancé, ils ont réussi, alors on parlait d'adaptabilité, ils ont réussi à lancer ce projet 10 jours à peine après le début du confinement. Voilà. Leur cible, c'était leurs 1000 collaborateurs ou collaboratrices, et donc une intervention tous les 3 jours. Et dans la présentation, alors nous, on a pu un petit peu voir tout ça, mais le plus créatif, c'était un nouvel usage du live event de Teams, donc quelque chose déjà d'existant, et puis en traitant des questions de salariés via le chat. Et l'invité qui était invité répondait en direct à ces questions. Voilà. Et ce qui est intéressant, je parlais de traces dans notre introduction. Les bénéfices du projet, c'est que c'est un nouveau canal de com interne qui est né et qui perdure, qui est resté et qui restera vraisemblablement avec une forte adhésion. Beaucoup de monde s'est retrouvé. Il y a eu besoin de ces échanges, donc ça a eu des valeurs, des vertus très fortes en communication. Donc bravo à eux, cette campagne confinée mais connectée de l'IMSA, dont le siège social est à Montauban, je crois. Nicolas, je te passe la parole pour la deuxième campagne. Ça marche. Donc, la deuxième campagne, c'est eWorks I Care. Donc, c'est une campagne de l'agence PJC pour son client, le groupe Atlante. Une campagne qui sert le groupe Atlante, un groupe qui exécute un contrat de concession de l'A63, l'autoroute des Landes. Donc, un grand bravo pour cette campagne. Une campagne de sensibilisation originale, positive et 100% humaine, réunissant les patrouilleurs d'autoroute et les conducteurs de poids lourds pour porter ensemble un message fort. Les patrouilles travaillent, eWorks. Moi, conducteur, je prends soin de lui, I care. Donc, l'objectif, c'est sensibiliser les conducteurs de poids lourds à la sécurité des patrouilleurs, qui sont les anges gardiens de l'autoroute. Un événement, une campagne relayée par un fort plan média, un moment de partage sous un angle inédit, une rencontre fraternelle. Il y a un studio photo éphémère, on le voit ici, des t-shirts personnalisés sur place, un café et des goodies offerts, des traducteurs mobilisés, parce qu'on va le voir, c'est un projet international, une activité ludique, à savoir un quiz sans contact et une séance de dédicace. Bref, le plus de ce projet, c'est vraiment l'engagement, car il y a 200 conducteurs mobilisés depuis plus de 3 ans sur cette initiative positive et solidaire. En 2019, on remarque aussi que ce projet est allé à l'international, car il y a des versions internationales de ce projet qui ont vu le jour en Croatie et au Portugal. Et ce soir, je félicite donc toute l'agence et le client. Une fidélité récompensée. Bravo à Caroline Jardry et ses équipes de PJC. À toi, Nathalie, pour le 3e projet. PJC, ça veut dire ? Parce que j'aime communiquer. Alors, la 3e campagne qui semble avoir été plébiscitée, eh bien, je suis ravie, c'est Toulouse Business School, une campagne qui a été proposée par l'agence Campuscom dans la catégorie branding.
le nom de la campagne et si l'inspiration n'existait pas. Voilà qui nous interpelle quand on parle beaucoup d'inspiration et de trouver du sens à toutes nos actions de communication. Au sujet de la problématique, TBS a souhaité asseoir sa marque avec un positionnement fort et plus haut de gamme face à la concurrence, et a souhaité également créer une identité de marque qui se traduirait par une campagne d'image afin d'exprimer les ambitions et les valeurs de l'école. Donc au niveau du format, cette campagne se décline sur le web, sur les réseaux sociaux et la presse spécialisée, avec une saga de 8 visuels de campagne qui s'inscrit donc dans un panorama 2020-2021 avec une question posée qui révèle toute l'étendue du pouvoir de l'inspiration. Le plus au niveau de la créativité, eh bien c'est une prise de parole audacieuse et différenciante qui incarne le positionnement student-centered de l'école toulousaine, ainsi que leur promesse, une école qui s'engage à accompagner chacun de ses étudiants et leur personnalité unique en plaçant la créativité, l'engagement et l'inspiration comme moteur pour former les managers responsables de demain. Tout un programme, ce qui nous amène donc au bénéfice de ce projet. Cette campagne rappelle que l'inspiration est depuis toujours un élément vital pour pouvoir transformer positivement le monde, la société, le quotidien. On le vit un petit peu tous les jours aujourd'hui. Et puis, c'est une campagne qui a fait mouche puisque les retombées presse ont été extrêmement valorisantes. Donc, bravo à TBS d'avoir su travailler avec son agence Campuscom à cette magnifique campagne. Merci Nathalie. On va rester à Toulouse. Nicolas ne m'en veut pas. Avec une autre campagne qui est parmi les 5 lauréats, qui est Demain en rose. Alors attention, il y a un accent circonflexe sur le O de rose, et parce qu'il faut le prononcer comme ça, en rose, parce que c'est comme ça qu'on dit à Toulouse. Donc une campagne qui a été initiée, un projet par Thomas Grégo-Tricoire qu'on voit à l'écran, qui est un comédien et qui a sollicité l'agence Détente Digitale pour un projet commun qui s'appelle Demain en rose. Pour la petite histoire, à l'origine, le projet concernait les soignants et il a réussi à récolter 4 000 €, je crois, en faisant un premier projet de vidéo inspirante, un peu marrante pour décontracter l'atmosphère autour de ce fameux confinement. Et ensuite, il a lancé ce projet pour venir en aide un petit peu aux commerçants toulousains. Donc, il n'y a pas d'annonceur, hein, ils ont fait des reportages offerts à des commerçants et ils l'ont déclaré dans la catégorie audiovisuel, bien évidemment. La problématique, en fait, qu'ils se sont imposés, c'était de faire un projet vidéo solidaire, complètement bénévole, donc bravo à eux, pour venir en aide aux commerçants toulousains. Et ils ont voulu créer du contenu socialement, bien sûr, vivant, rassurant, mais aussi économiquement utile. Donc, dans le format média qu'ils ont inventé, c'est un format vidéo très dynamique, sous forme de mini-série. Je vous invite vraiment à toutes les regarder, avec des moments sérieux, hein, ponctués par la gravité de la situation et des instants décalés, ludiques, qui venaient amener un peu de respiration et avec une ligne éditoriale résolument divertissante. Donc, on est dans le divertissement tout en étant dans l'action solidaire. Le plus créatif qu'on pourrait en ressortir, c'est qu'ils offraient des bons plans pour la communauté qui suivait, hein, qui grossissait après chaque épisode, qui est devenue assez importante, et avec tous leurs followers. Mais aussi, ils lançaient des défis à des personnalités ou des commerçants pour créer de l'engouement, de l'engagement. Et ils ont invité des personnalités comme Didier Lacroix, comme Vincent Clerc, pour ceux qui connaissent le rugby, ou Omar Hassan, qui est un ancien rugbyman, mais qui est aussi un baryton très célèbre dans le monde entier, donc qui chante très fort. Voilà. Et l'intéressant à dire, c'est que les bénéfices du projet, c'est que l'équipe a tout fait pour provoquer des retombées économiques pour les commerçants. Et en gros, ce qui résumait très bien dans leur dossier, c'est qu'ils expliquent qu'ils étaient heureux. La première chose qu'ils ont réussi, c'était d'avoir redonné le sourire à certains qui en avaient bien besoin. Donc bravo à eux pour ce très beau projet. Je vois tout l'enthousiasme de la timeline, donc je reçois l'enthousiasme des internautes sur tous ces projets. Et moi, je prends ma moto pour vous présenter le dernier projet. Je prends ma moto parce que c'est LG Motorcycle avec son prestataire technique NTWU. C'est un distributeur de motos et d'accessoires moto qui, en mai 2020, à l'approche du premier déconfinement, a souhaité envoyer un message fort à ses clients motards. À l'heure de la reprise, face à
face à ce regain de liberté, il fallait avoir un devoir de sûreté. Donc l'idée, c'était de prendre la parole pour mettre en parallèle la vie sur les routes et la vie en collectivité. C'était protège-toi, protège-moi. Comment rappeler les bases de la sécurité sur la route et la nécessité de se protéger avec des équipements adaptés. Une synergie entre vie de motard et vie de consommateur, le tout en séquence vidéo, donc c'est dans la catégorie audiovisuel, audio et podcast. Le plus ici, c'est la continuité, la créativité et vraiment une histoire à raconter, parce que protège-toi, protège-moi, c'est un cycle. Nous, on récompense ce soir le premier film du cycle. Si tu portes un casque, tu portes un masque, donc c'est pour ça qu'on voit qu'il porte un masque et un casque, pourquoi pas les deux. Le deuxième chapitre est sorti vendredi dernier. Ça, c'est tu gardes tes distances pour montrer que chez les motards sur la route, il y a des distances, comme désormais pour nous protéger, il faut garder nos distances. Et avec Toulouse, on garde bien ces distances ce soir, même si on est ensemble. Et le dernier film sortira prochainement. Il s'appellera Madame LG. Et ce sera autour du projet de mixité et de parité chez les motards, avec le sujet engagé de la place de la femme dans le milieu de la moto. Et ce soir, la dynamique communicationnelle au service du message de citoyenneté a été récompensée. Un grand bravo à Aline Adley et toute l'équipe de LG Motorcycle. Bravo à vous. On va annoncer le palmarès après l'interview dorénavant que Nathalie va organiser avec Grégory. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir dès maintenant notre grand parrain qui s'appelle Grégory Pouy. Vous le connaissez peut-être. Alors, bonjour Grégory Pouy. Bienvenue Bonjour. Parmi nous, bienvenue dans la galerie 7.5. Merci beaucoup. Nous avons le grand plaisir d'être en votre compagnie pour quelques minutes. Je suis ravi, merci. Et puis, ce qui est très drôle, c'est que nous discutons ensemble et vous êtes à l'autre bout de l'Europe, enfin, en tout cas, pas si proche que ça, puisque vous êtes en direct de Lisbonne. Exactement. Exactement. Alors, Grégory Pouy, vous êtes quelqu'un que les marketeurs peuvent connaître, car vous sévissez dans cet univers depuis de nombreuses années et vous n'en êtes pas à votre coup d'essai pour accompagner les grandes marques et les grands comptes. Et notamment, vous avez lancé, il y a 2-3 ans, un podcast qui s'appelle Vlan. 3-4 ans même. 3-4 ans même, pardon, et qui a permis de claquer les portes de certaines convictions pour nous aider à avancer, à nous inspirer. Pourquoi vouloir sonder, décrypter la société de plus en plus dans vos approches ? Alors, il y a deux choses. La première, je crois que c'est pour moi une forme d'acte politique, c'est-à-dire une manière pour moi de participer à la transformation de la société et d'aider les personnes qui écoutent à mieux comprendre les transformations qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre dans les décennies à venir ou dans les 2 décennies à venir. Donc pour moi, ça c'est extrêmement important. De manière très égoïste, ça me permet aussi de rencontrer des personnes incroyables et d'avoir des discussions qui me font moi-même avancer. Et puis, je crois que si on revient sur le job du marketeur, et de la créativité, c'est vraiment indispensable de comprendre comment la société évolue afin de pouvoir parler aux personnes à qui on est censé s'adresser. Donc, si on ne comprend pas dans quel écosystème, dans quel mode de pensée, enfin, comment le monde évolue autour des consommateurs, on ne peut pas vraiment faire de marketing efficace, je crois, ou en tout cas, on risque de tomber à côté de la plaque, il me semble. Revenons quelques instants sur le format du podcast, qui est un format que certains d'entre nous découvrent depuis assez peu de temps. Vous avez eu cette idée d'en lancer un il y a déjà donc 3-4 ans. Vous êtes presque un pionnier quelque part, même si ce format existe il y a depuis plusieurs années, une quinzaine d'années, vous m'avez dit lorsqu'on s'est parlé. Pourquoi ce format rencontre-t-il un tel succès selon vous aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai commencé par un blog il y a 15 ans, donc je suis pas tout jeune. J'ai commencé par un blog il y a 15 ans, un blog de marketing, et en rentrant de New York, j'ai vécu à New York pendant 4 ans, et j'ai effectivement créé ce podcast en mai 2017, donc
Ouais, ça fera bientôt 4 ans. Pourquoi ça rencontre du succès et pourquoi ça n'en rencontrait pas quand c'est sorti? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une saturation de l'attention des consommateurs, des gens de manière générale, en particulier à cause des réseaux sociaux. Donc l'attention à 100%, celle qui demande une attention absolue, elle est saturée totalement. Le podcast, c'est une attention partagée, ça permet de faire plusieurs choses en même temps. En général, on écoute des podcasts en marchant, en conduisant, en faisant la vaisselle, en faisant la cuisine, en faisant du sport, enfin peu importe, mais en tout cas en faisant quelque chose d'autre. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est parce que aujourd'hui, tout le monde a des écouteurs sur les oreilles, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 15 ans. Aujourd'hui, ça ne choque plus personne, voilà, d'avoir des écouteurs sur les oreilles. Et puis, bien sûr, les téléphones ont de plus en plus de mémoire et en fait, un podcast, ça prend quand même de la place. Il y a aussi une question de bande passante. Aujourd'hui, on est en 4G. À l'époque, il fallait télécharger en Wi-Fi sur ces épisodes. Donc, en fait, tous ces éléments-là participent au succès du podcast. Et puis, il y a une raison dont on parle pas du tout, mais qui me semble indispensable de mentionner, c'est que les GAFA ont décidé qu'on allait écouter des podcasts. En fait, on est quand même très soumis à ce que eux décident. On s'en rend pas nécessairement compte, mais typiquement, Google a modifié l'algorithme de SEO, donc de référence naturelle sur les moteurs pour les podcasts. Donc les podcasts ressortent beaucoup plus. Apple commence à investir dans la création de contenu de podcasts. Spotify investit, ils font pas partie des GAFA, mais investit énormément dans les podcasts. Donc tout ça, ça aide évidemment à développer le podcast. Après, il y a aussi un élément qui est extrêmement important de mentionner, il me semble, c'est que notre cerveau, il est construit pour qu'on lui raconte des histoires. Et les histoires, on les raconte à l'oral. Donc en fait, quand on reprend, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau humain, il évolue à peu près à la vitesse d'une fois tous les 150 000 ans. Enfin, ça se fait sur un processus, mais disons que ça évolue pas très vite. Et du coup, il y a 150 000 ans, il n'y avait pas l'écriture, évidemment, comme vous le savez. Il y avait les dessins, et puis il y avait les histoires qu'on racontait à l'oral. Et en ça, en fait, on a sous-estimé, je crois, la puissance de l'audio, qui est en fait un sens qui est extrêmement fort chez l'humain, à travers lequel on peut définir beaucoup de choses, beaucoup plus que par l'écrit, en particulier dans le timbre de la voix. On peut retrouver une intimité extrêmement forte, en particulier quand c'est bien enregistré. Et ça parle beaucoup, je crois, aux personnes qui écoutent. Il me semble, quelque part, moi j'ai une sorte de théorie qui me fait dire que j'ai l'association que les podcasts sont un peu en train de remplacer les médias traditionnels en termes de crédibilité, dans une certaine mesure. Alors, ça nous amène à parler peut-être de ce qu'on peut appeler le marketing émotionnel, qui est un nouvel axe qui se développe de plus en plus. On parle d'approche human-centric, on parle d'écouter ses consommateurs, de l'empathie aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela, par rapport aux grandes marques que vous accompagnez aujourd'hui? Quels sont les besoins que vous identifiez? Ouais, en fait, de manière assez étrange, c'est bizarre de se dire qu'un marketeur, il doit être centré sur ses consommateurs. C'est tellement évident, en fait, que ça semble bizarre de devoir le mentionner. Et en même temps, c'est extrêmement rare de rencontrer des marques qui soient vraiment centrées sur leurs clients, parce qu'en fait, les marques sont composées d'humains qui eux-mêmes sont centrés sur leur salaire et sur leurs vacances, sur leurs collègues, sur leurs produits. Et ensuite vient le consommateur. C'est assez rare de trouver des marques qui sont vraiment centrées sur les clients. Donc, il y a d'abord ça, et puis après, il y a les biais cognitifs, c'est-à-dire des biais qu'on se met nous-mêmes. Donc, on va dire qu'on va faire une étude, par exemple, quali, quanti, pour s'intéresser aux consommateurs. Et la réalité, c'est que, bon, j'en ai fait quand même pas mal des études quali-quanti, parce qu'avant, j'ai passé 6 ans chez l'annonceur, et puis après, j'ai fait 6 ans d'agence avant de me lancer en indépendant. Et la réalité, c'est que quand on fait des études, on valide les pensées qu'on a déjà. Donc, en fait, on pose des questions qui sont biaisées, sans vraiment s'en rendre compte, et donc on obtient les résultats qu'on a envie d'obtenir. Et donc, cette manière-là de se centrer sur les clients, elle n'est pas bonne. Et effectivement, aujourd'hui, les marques, elles ont un besoin extrêmement important. Aujourd'hui, on critique énormément Amazon. Mais Amazon, ils ont su faire ça, c'est-à-dire se centrer sur les besoins du client. On ne peut pas le nier. Et rendre un service qui est extrêmement fluide. De la même manière pour Uber, de la même manière pour toutes les industries qui, en réalité, se sont fait disrupter. C'est intéressant d'ailleurs de remarquer que Uber au Japon ne fonctionne pas parce qu'en fait, les chauffeurs de taxi au Japon sont extrêmement à l'écoute des consommateurs. Donc en fait,
quand il n'y a pas d'écoute du consommateur, et ben en fait, il y a une brèche qui s'ouvre pour de la disruption. Et donc, les marques, aujourd'hui, elles ont vraiment besoin de ça. Et puis, bon, maintenant, elles ont besoin d'autres choses parce que d'abord, il y a eu cette crise sanitaire, évidemment, et donc il y a le développement du digital et surtout de l'expérience à travers le digital et quelle place je donne à l'expérience digitale et quelle place je donne à l'expérience physique demain. Ça va être une question centrale. Et puis, surtout, il y a plusieurs crises qui s'annoncent, évidemment, en particulier une crise économique. Je pense une crise sociale, sans doute une crise financière. Par-dessus ça, il y a la crise écologique, évidemment, qui est le sujet qui m'intéresse sans doute le plus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les marques, elles sont un peu perdues, dans le sens où c'est compliqué d'avoir une vision à moyen terme. On arrive à avoir une vision plutôt à très long terme. 10-15 ans, c'est quand même possible de l'avoir. C'est compliqué d'avoir une vision à 5 ans. Ça devient très difficile. Donc, en fait, il faut autant avoir cette vision à 5 ans que d'être tactique et donc de savoir être fluide et improviser, en fait, au fur et à mesure dans ses actions. Je crois que c'est là que les marques ont le plus de mal, tout en gérant l'impact de ces crises sans savoir précisément comment elles vont arriver. Et la seule qui est vraiment facile à décrire et même si elle n'a pas d'impact directement sur nous, même si moi je considère que la crise sanitaire, elle est un impact de la crise écologique, c'est la crise écologique. La crise écologique, on sait qu'il faut réduire la consommation d'énergie, on sait qu'il faut, et on l'a bien vu, produire de plus en plus en France. Il va falloir repenser la globalisation, repenser le travail, repenser pas mal de choses. Donc ça, c'est plus facilement prévisible. Mais voilà où, pour moi, en sont les marques. Ça nous amène sur le dernier ouvrage que vous avez sur lequel vous avez travaillé, dont le titre est juste incroyable. Il s'appelle Insoutenable Paradis, donc ça donne très très envie d'aller voir ce qui se cache derrière tout ça. Écologie et mode de vie, comment réagir sans tout sacrifier. On sent effectivement dans cette rédaction que vous avez cherché à intégrer l'ensemble de ces enjeux sociétaux qui sont en train de nous approcher, de nous attraper, et comment aujourd'hui se démener avec tout ça pour aborder le monde de demain. Vous avez commencé à répondre à cette question sur l'élément précédent, mais en fait, j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi il est important aujourd'hui de considérer ces enjeux comme un nouveau paradigme. Oui, bien sûr. En fait, donc le bouquin, juste pour info, quand même, je l'ai écrit l'année dernière. Hein, je ne l'ai pas écrit en voulant profiter de cette crise sanitaire. Donc, c'est important de le mentionner quand même. Pourquoi c'est important de prendre en considération ce paradigme? Parce que tout simplement, il est en train de s'imposer à nous. C'est-à-dire que globalement, enfin moi, la vision que j'en ai, c'est que le capitalisme, comme on l'a connu, a eu énormément d'impact positif. C'est-à-dire que ça a réduit la pauvreté, l'extrême pauvreté, ça a permis de réduire la mortalité infantile, ça a permis d'augmenter l'espérance de vie dans nos sociétés, donc ça nous semblait plutôt efficace. Et puis là, en fait, on se rend compte que cette équation, elle ne marche plus, elle ne marche pas, parce qu'on avait pris dans cette équation, où on n'avait pas pris la dimension écologie et ressources naturelles. Et là, en fait, elle se retourne contre nous. Et finalement, pour la première fois avec la crise sanitaire, alors la première fois en France, évidemment, ou en Occident, parce que évidemment, la crise écologique, elle a des impacts humains très forts, mais nous, on les voit pas. En fait, nous, enfin, les pays occidentaux, les pays riches, c'est nous qui polluons le plus, mais on n'a pas de souci avec l'écologie. Si vous alliez habiter au Bangladesh ou je ne sais où, même au Maghreb où il n'y a plus d'eau, par exemple, il y a de moins en moins d'eau en tout cas, on verrait tout de suite la conséquence. Nous, en fait, c'est vrai que par exemple en France, on voit pas trop la conséquence. On voit qu'il y a moins d'abeilles, on voit qu'il y a moins d'abeilles, mais on voit pas vraiment les conséquences. La crise sanitaire, on a vu directement l'impact sur nos vies. Et la crise sanitaire, c'est quoi? C'est l'impact de nos modes de vie finalement, c'est-à-dire cette extrême globalisation, le fait de ne pas prendre en considération la vie sauvage, et donc, naturellement, arrive une crise sanitaire. Donc, ne pas prendre en considération ces éléments-là, c'est forcément tomber à côté de la plaque, puisque de toute façon, elle s'impose à nous. C'est-à-dire que, à mon sens, c'est comme si on était face à une grande vague, vous qui êtes à Bordeaux, pour certains en tout cas, vous êtes face à une grande vague.
bon, ben, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez rester sur la plage et puis essayer de la retenir avec vos petits bras. C'est ce que beaucoup de marques ont essayé de faire avec la transition digitale. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait pas très bien. Et de toute façon, sur la plage, en général, quand vous essayez de faire ça, ça marche pas très bien. Une autre solution, c'est d'apprendre à nager. Une autre solution, c'est d'apprendre à surfer. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que la vague, elle arrive, elle est très visible. Donc, pour moi, ne pas prendre en considération ces éléments-là, c'est nécessairement aller droit dans le mur. C'est juste une évidence. J'aime bien quand on dit que l'océan peut nous inspirer. Je suis originaire des Landes, donc ça me va très voilà. bien. Il faut apprendre à plonger sous la vague. Oui, ouais, tout à fait. Complètement. Ou surfer, moi je dirais que l'idéal c'est quand même de surfer. Ah ouais. Mais... Complètement. Du coup, on est donc deux entités, l'APACOM et le Club de la Com, deux clubs qui rassemblons les deux entités à près de 1000 adhérents, ou un peu plus même, je crois. Vous êtes le parrain de cette galerie 7.5 ce soir. Et en fait, on avait envie que vous donniez à tous vos filleuls, ces 1000 petites mains qui travaillons chaque jour à la communication, au marketing dans nos deux belles régions d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, eh bien, un conseil pour regarder demain avec de l'espoir et de la confiance, parce qu'on sait bien que nos métiers sont vraiment maltraités en ce moment avec cette crise et que beaucoup d'entre nous, notamment l'événementiel, ont beaucoup de soucis. Donc, qu'est-ce que serait le petit conseil que vous nous donneriez pour aborder l'avenir avec un peu d'espoir? Alors, c'est une large question. Comment dire alors, il y a plusieurs choses. Ça dépend dans quelle projection on se place, en fait. Si on se place d'un point de vue humain, être humain, je pense que cette transition qu'on est en train de vivre, elle est strictement nécessaire pour la survie de l'espèce. Donc, pour moi, ça, c'est extrêmement positif. Et je pense que, de toute façon, cette société dans laquelle on s'est inscrit, où finalement, on sacrifie nos vies au quotidien à bosser comme des tarés en se disant... je le fais parce que, en fait, parce que je sais pas. En réalité, on a été construit dans des schémas où si on faisait A, on aurait B, et puis si on fait B, on aura C, et puis si on fait B, C, on aura D, etc., qui ne fonctionnent plus du tout. Donc, en fait, je pense que c'est justement une hymne à la créativité de nos vies, c'est-à-dire de faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Et ça, je trouve ça plutôt positif de se dire, il faut arrêter faut sans doute sortir des schémas classique de carrière ou je ne sais quoi. Je pense que cette remise en question des modèles hyper intéressante. Ça veut dire aussi, et vous en avez parlé un petit peu, d'empathie, de bienveillance, etc. C'est un rééquilibrage, pour l'instant très léger, de la puissance féminine en chacun. Pour moi, il y a vraiment ça qui est en train de jouer, c'est-à-dire on est dans une société très patriarcale et le capitalisme est très lié à ce patriarcat, donc à cette puissance extérieure, la force, la vitesse, tous les éléments qu'on peut mettre autour de soi pour montrer qu'on est très fort, tandis que la puissance féminine, c'est cette puissance intérieure, donc l'empathie, la bienveillance, et tous ces éléments-là, la vulnérabilité. Et donc, c'est plutôt souhaitable d'avoir ce rééquilibrage, donc ça aussi, c'est plutôt positif, je crois. Et pour revenir sur le métier de communicant, je pense que ce qui va être intéressant, c'est le fait de devoir improviser en permanence. Je pense que quand on est créatif, il y a quand même ce truc qui est génial de se dire qu'on va pouvoir improviser et ne pas rentrer dans des cases très fermées. D'ailleurs, mon blog à l'époque, quand je l'ai ouvert il y a 15 ans, ça s'appelait Sortir du cadre. Moi, j'aime beaucoup cette idée de sortir du cadre. Et puis, enfin, par rapport à toutes les campagnes que j'ai vues et qui étaient hyper créatives et que je trouve hyper intéressantes, c'est que ce que nous a prouvé cette année, c'est qu'on est en train de passer d'une société du bien, donc de la possession, ce que je viens d'expliquer, à une société du lien. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, ce qui est le plus important, c'est pas tant les biens qu'on possède, mais les liens qu'on a les uns avec les autres. Et ça aussi, je crois que c'est très positif, et ça permet sans doute une créativité différente, ou en tout cas d'envisager la créativité de manière différente. Et il ne faut pas sous-estimer, parce que je suis convaincu, en fait, dans le triptyque qui forme la société, c'est-à-dire société civile, politique, entreprise, que l'entreprise a un rôle majeur à jouer dans la transformation de société, et en particulier à travers les projections de récits que l'on fait à travers la publicité. Parce que finalement, l'humain, il fonctionne comment? Il fonctionne à travers des récits, je l'ai expliqué tout à l'heure à travers le podcast. Et si on projette une idée que le bonheur,
c'est une forme d'accumulation de biens, de pouvoir et d'argent. Nécessairement, d'une manière ou d'une autre, c'est ce qu'on fait dans les publicités. Nécessairement, c'est ce que les gens vont aller chercher. Et là, pour la première fois, je pense que les publicitaires, enfin pour la première fois, je sais pas si c'est pour la première fois, mais en tout cas, les publicitaires ont vraiment l'occasion de se dire, ben non, en fait, ce qui est important, c'est le lien. Ce qui est important, c'est cette puissance intérieure. Ce qui est important, c'est ce genre d'éléments. Et donc, de complètement revoir les discours et les imaginaires qu'ils projettent sur les gens. Et moi, je trouve ça aussi très positif. Donc, c'est une réinvention du capitalisme, une réinvention du terme de la croissance. Voilà, je vous le dis rapidement, mais… Non, mais c'est très c'est un peu mon intéressant. idée. C'est très intéressant et je trouve ça vraiment bien de pouvoir se dire que la communication doit s'appuyer sur le lien, puisque au final, c'est son objet de créer du lien avec ses cibles, de s'adresser à ses communautés. Donc, réinventer un petit peu toute cette façon d'aborder aussi nos messages dans leur contenu et dans leur impact. On comprend qu'il y a beaucoup de choses à imaginer et c'est ça qui va donner de l'espoir, je l'espère, à toute cette communauté. En tout cas, voilà. Si vous avez un dernier mot peut-être à nous dire avant que l'on passe à la dernière séquence. Ouais, il y a plein de choses que je pourrais dire, mais on va dire, je pense que rester positif, ça veut pas dire d'être convaincu qu'on va sortir de la crise le 1er décembre. C'est pas l'annonce de Macron ce soir qui va changer quoi que ce soit. La crise sanitaire, on est bien dedans. Les crises économiques, elles arrivent. Donc, je suis pas en train de dire que tout va rouler comme sur des roulettes juste avant et qu'on va retourner justement à ce monde d'avant, parce que d'abord, c'est pas souhaitable. Mais dire à chacun que c'est l'opportunité vraiment de se réinventer. Chacune, bien sûr, de se réinventer, d'improviser sa vie et de sortir des carcans qu'on a appris pendant toute notre éducation. Parce qu'en réalité, ces carcans sont complètement en train de tomber. Que ce soit, et on n'est pas rentré là, mais on pourrait aller dans le couple, on pourrait aller à plein d'endroits. Finalement, on se rend compte que tous les carcans sont en train de tomber. Et c'est ça que je trouve génial, de pouvoir se réinventer, d'écrire sa propre histoire quelque part, tout en faisant partie de la société. Parce qu'évidemment, c'est indispensable. Merci beaucoup, Grégory Pouy. On se retrouve tout à l'heure pour le petit mot de la fin. Et on passe à l'avant-dernière séquence, donc, qui est l'annonce du palmarès, parce que là, tout le monde est en attente forte maintenant. Merci beaucoup. Génial, c'était très inspirant. Merci beaucoup, Grégory. Voilà. Et Vlan, ça sonne bien, moi je dis. Et ce que je trouve de bien, c'est que ouais, créer du lien, c'est important, mais attention, le lien, ce n'est pas qu'un clic. On est bien d'accord. Voilà. Non, super. En plus, vous avez parlé de podcast, de balado-diffusion, donc en québécois. C'est le podcast, avant tout, c'est l'oralité. Et on a un bouquin à lire, c'est le vôtre, c'est la littérature. Donc moi, je fais un mélange, un petit raccourci. J'aime bien ce genre de formule. On parle d'oralittérature. Et c'est un petit peu ça la transmission. Donc, merci beaucoup, c'était très inspirant. Et on va bien sûr passer au palmarès puisque tout le monde est pendu à nos résultats. Alors, est-ce qu'on a un jingle peut-être? Alors, c'est horrible. Non, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. On va vous annoncer des pourcentages de vote. Et pour info, ça a été très serré. Et sachez qu'avec 6,7%, le cinquième de ce palmarès est la campagne « Protège-toi, protège-moi » de LG Motorcycle ou Motorcycle et de l'agence NTWU. Bravo à eux. Si tu portes un casque, porte un masque. Donc, bravo. C'est un peu particulier parce qu'on n'a pas le public, mais j'espère qu'ils sont en train de sauter partout. C'est très heureux. Bravo. On suivra les réseaux sociaux ensuite. Est-ce qu'on a un jingle à chaque fois ou j'enchaîne? Ok. Non, je plaisante. On va passer à la 4e position, comme ça on sera dans les temps. 4e position, la campagne hashtag confiné mais connecté, avec 7,3% des votes pour l'ILSA, qui est une société informatique à Montauban et au National. C'est une action de com interne. Bravo à eux. Bravo. La 3e campagne, avec 9,8% des votes, c'est « Et si l'inspiration n'existait pas ?» donc de Toulouse Business School et de son agence Campuscom. Bravo pour cette belle campagne qui a eu beaucoup de succès. 2e position,
présentée par Nicolas tout à l'heure et avec 10% des votes, la campagne He Works du groupe Atland avec son agence PJC, parce que j'aime communiquer, j'adore ces petites initiales. Bravo. Et le grand gagnant, eh bien, c'est notre campagne avec un accent circonflexe qui s'appelle, et je la cherche. Demain en rose. Demain en rose, voilà. Demain en rose, pour prononcer à la toulousaine, c'est important. Donc de Thomas Grégo-Tricoire, qui a été l'initiateur avec l'agence Détente Digitale pour une action de solidarité d'abord envers les soignants, puis envers les commerçants de Toulouse. Bravo, super campagne et qui a eu beaucoup de buzz. Donc on est très fiers à Toulouse de cette victoire. Bravo, bravo. Et par contre, on va continuer quand même avec une petite surprise que je vais laisser Nathalie présenter. Ça ne s'arrête pas là. Ah oui. On n'a pas réussi à s'arrêter là, en fait. Il semble que le président de la PACOM et les coprésidents du Club de la Com aient du cœur. Et du cœur. Et donc, on a une petite surprise pour vous. On a décidé de délivrer le coup de cœur des présidents à une 6e campagne. Cette 6e campagne s'appelle « Quand tout bascule ». C'est vraiment d'actualité quand tout bascule. Chaque jour, on vit une bascule depuis quelque temps. Eh bien, donc, c'est une agence qui s'appelle Nova Sanco qui a proposé cette campagne à la Galerie 7.5 dans la catégorie audiovisuel. Il s'agit d'un film d'animation qui nous a enchantés. C'est un film à destination des cibles RH et des décideurs, parce que l'objectif, c'est d'amener le public à se sentir concerné par le sujet du handicap, qui est beaucoup moins médiatisé aujourd'hui que le Covid-19, par exemple, alors qu'il est la première cause de discrimination en France pour la 3e année consécutive. Donc, c'est une cause très importante et qui nous a semblé utile à mettre en lumière. La campagne que l'on va vous montrer, qui est donc notre coup de cœur, il s'agit d'une vidéo réalisée en animation qui rend l'invisible visible. On va essayer de comprendre en quoi le handicap peut être visible ou invisible et en quoi c'est important aujourd'hui d'avoir cette bienveillance vis-à-vis des personnes qui sont handicapées. Et donc, c'est cette... Oui. Ce qui est important à... suite au coronavirus et les conséquences ressenties par une personne touchée subitement par le handicap au cours de sa vie. C'est un petit peu le même impact que certaines personnes ont reçu lorsqu'elles ont été atteintes du coronavirus. Donc voilà l'idée de cette campagne. Je vous laisse la découvrir et encore toutes nos félicitations. Place à la vidéo maintenant. Début 2020, alors que nous semblions protégés, soudain, l'imprévisible entre dans nos vies, le coronavirus. Sans frontières, sans distinction, avec ou sans symptômes visibles, le virus nous rappelle que nous sommes tous vulnérables et tous responsables. À tout moment, nous devons nous adapter à une situation à laquelle nous n'étions pas forcément préparés ou informés. Face à cette crise, il nous faut réorganiser notre quotidien. Notre environnement inadapté, un manque de moyens et d'outils pour y faire face, nous confronte à de nouvelles difficultés. Des mesures sont prises afin de nous protéger ou protéger les autres? Notre vie sociale est elle aussi impactée. Nos déplacements se voient alors transformés, avec le besoin de se justifier ressenti comme une contrainte ou parfois comme une atteinte à nos libertés. Face à ces conséquences, n'avez-vous pas ressenti un changement dans le regard et le comportement des autres? Pour une majorité d'entre nous, ce scénario nous aura fortement impactés. Une autre circonstance que le coronavirus peut nous amener à ressentir les mêmes conséquences sur notre quotidien. Soudain, vous êtes touché par un handicap. Comme le coronavirus, il peut survenir à n'importe quel moment dans votre vie. Dans 85% des cas, un handicap survient après l'âge de 15 ans. Nous sommes tous vulnérables et un jour, nous pourrons être parmi les plus vulnérables.
Lorsque le coronavirus nous a touchés, c'est le monde entier qui s'est arrêté. Pour le handicap, seul notre monde s'arrête. Le coronavirus, comme le handicap, n'empêche pas de travailler, de s'épanouir et s'exprimer. Mais sans moyens, sans outils, sans adaptation de notre environnement pour le contrer ou le compenser, il peut nous empêcher d'avancer. Le coronavirus nous aura fait vivre une situation de handicap à grande échelle. Cette crise nous prouve que nous avons plus que jamais besoin d'une société inclusive et résiliente, vers plus de bienveillance et de solidarité. Seule la réponse collective peut gagner. Le coronavirus devrait disparaître grâce à un vaccin, alors qu'un handicap peut devenir votre nouveau mode de vie. Depuis 2 ans, ce dernier est la première cause de discrimination en France. Pourtant, il reste toujours aussi peu médiatisé, alors qu'il touche quasiment 20% de la population, soit presque 12 millions de personnes, dont beaucoup l'ignorent encore. Cet événement nous permet d'ouvrir les yeux et de tirer des leçons sur notre capacité à nous relever, à nous adapter, à nous dépasser et à changer les choses. Le handicap n'est pas un virus. Vous pouvez le laisser rentrer dans votre entreprise. Alors voilà, c'était le coup de cœur des présidents. Donc Grégory, on se retrouve pour le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et de nous avoir inspirés encore ce soir. Vous êtes devenu l'inspirateur de la galerie 7.5. Un dernier petit mot? Pardon, j'avais oublié de couper mon micro, je fais des erreurs de débutant. J'avais oublié de remettre mon micro, pardon. Non, je suis vraiment ravi. C'était un très beau message. Je crois que cette campagne, elle exprime bien là où on doit aller, c'est-à-dire vraiment dans cette idée de lien, de soutien les uns les autres, d'amour dans une certaine mesure. Voilà, je crois qu'un message peut-être qui est intéressant, on parle beaucoup de vulnérabilité pour les individus en ce moment. Je crois qu'il y a un vrai sujet autour de la vulnérabilité des marques, que les marques, ou les politiques d'ailleurs, on pourrait considérer les politiques comme des marques, disent quand elles n'y arrivent pas, disent quand elles sont pas au top. Il faut pas hésiter à se mettre en vulnérabilité. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, comme on a voulu le faire croire dans cette société très patriarcale encore. La vulnérabilité, c'est vraiment une force. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites, bah voilà, par exemple, si vous allez sur le site de Veja ou de Panafrica Shoes, ils vous diront, bah oui, on essaye d'être au top sur l'écologie, mais il y a des endroits où on n'est pas très fort, et c'est ça. Ça, les marques ont beaucoup de mal à le faire, et je crois que c'est indispensable de le faire, parce que d'abord, ça crédibilise le discours quand vous dites là où vous êtes bon, et je crois pas qu'il faille être dans une idée où on se dit en 2050 on en sera là, en 2030 on en sera là, et puis on va faire de la compensation en arbre. Toutes ces compensations, c'est surtout, et je crois que les consommateurs l'ont compris, des bonnes raisons de ne surtout rien changer. Ça permet de repousser le problème, mais ça permet pas de le résoudre. Donc ne pas être dans la compensation, vraiment oser être créatif, et oser aller dans le lien, oser aller dans la vulnérabilité, tout ça, c'est des choses qui me sont chères, on va dire. Voilà, je sais pas si c'est un mot de la fin correct, mais moi, ça me semble indispensable. Merci beaucoup, Grégory Puy. On a compris en fait qu'il était peut-être inutile de se considérer comme des marques parfaites, mais d'être plutôt dans des marques de progrès. Donc, on a bien compris votre message et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Super. C'est le moment de dire merci. Et vu que mes complices de Toulouse, ils sont très aimables, ils m'ont donné cette lourde tâche à faire. Donc, je vais remercier toute l'équipe des bénévoles cette année. C'est une équipe bordelot-toulousaine. Et donc, je vais dire beaucoup de noms. Ça peut être pénible. Et en fait, j'aurai une pensée à chaque nom que je prononcerai. Je voudrais vous dire un grand merci. Donc, je commence par l'équipe de Toulouse, car on est fair play. L'équipe toulousaine était menée par Frédéric Armand, que j'aimerais beaucoup saluer. C'était un complice fort dans cette aventure. Au conseil stratégique, à la communication presse, il y avait Laure Torté. Merci à elle. Après, on a monté une équipe de rédacteurs médiateurs, Joël Bramy, Mélanie Carpentier, Julien Viguier. Donc, merci à vous trois. Et ensuite, il y avait bien sûr l'équipe du Club de la Com avec une stagiaire super. Elle s'appelle Lola Pouche. Donc, si vous avez besoin de recruter, je pense qu'il faut s'intéresser à elle. Ensuite, j'aurais un merci tout particulier et une tendresse à apporter à Nathalie Matonnière qui a quitté le Club de la
com, mais son dernier projet, c'était les trophées et la galerie avec nous. Merci Nathalie. Et Fifara Cotonri Gira, j'y suis arrivé, qui est la nouvelle recrue du club de la com. Donc maintenant, quand on appelle le club de la com, il faut dire allô FIFA, et moi je dis merci FIFA. Et après, l'équipe bordelaise, attendez, c'est pas fini. L'équipe bordelaise menée par Frédéric Moine, merci à lui, avec un conseil stratégique communication presse fort. Agnès Bumoléon, merci. Marie Dubois, Anaïs Molvo, Émilie Pelletan, Cindy Prévost qui a joué du téléphone pour les dossiers, merci. Béatrice Bandeau, toujours dans les bons, merci de nous accompagner. Alexandre Ferré qui a créé graphiquement cette aventure, ce nouveau logo, la galerie 7,5. Marc-Antoine Diaroussouba pour les réseaux sociaux, réactif encore ce soir, et merci pour tous vos commentaires, ça touche. Et le pôle web de l'équipe Aguelos, en particulier Nicolas Coco, qui a fait migrer le site et nous a transformé cette année en galerie. Des médiateurs et rédacteurs, deux principalement, Claire Goutine, Isabelle Ejna. Bien sûr, une équipe de la PACOM mobilisée avec la jeune garde, un stagiaire de talent, Julien Barbe, et Sylviane Langlade, celle qu'on ne présente plus, qui est mon alliée, et je la remercie. Bravo et merci Sylviane. Donc, je vais quand même vous dire ce que les coups de cœur de cette année ont gagné. Les coups de cœur de cette année ont gagné un clip vidéo qui doit valoriser leur travail. Donc, on va revenir vers chacun des coups de cœur pour leur expliquer le comment du pourquoi, et ces vidéos verront le jour très bientôt, ainsi que des petits diplômes qui vont arriver dans leur boîte aux lettres. Et je passe la parole à mes confrères de Toulouse qui ont un rendez-vous à nous donner. Merci Nicolas. Merci. J'ajouterais juste que j'ai oublié de donner le pourcentage de la première campagne, donc qui était demain en rose. C'est 17% qu'ils étaient. Donc voilà. Bravo à eux. Ouais, bravo. On vous donne rendez-vous, nous, et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur le site et le Facebook des Trophées de la Com, mais aussi sur ceux de la PACOM et du Club de la Com pour voir toutes ces campagnes. Et ben, je te laisse le mot de la fin, Nathalie, pour présenter le rendez-vous que nous avons, nous, en 2021, au Club de la Com. Alors, en tant que coprésidente, puisque nous avons décidé de faire monter effectivement le côté féminin au niveau du masculin en Occitanie, là c'est pour rebondir sur les propos de Grégory Pouy et d'équilibrer ce club. On vous invite en 2021 à nous rejoindre pour les 40 ans du club que nous avons dû décaler en raison de la crise sanitaire. Donc ce jeune club tout fringant va vous inviter à un très grand événement sur lequel nous travaillons déjà depuis quelques semaines. Et voilà. Et avec Paul, en fait, on sera ravis de vous accueillir et de le co-construire dans les semaines à venir. Co-construisons. Donc, c'est les 40 ans du club, c'est au premier semestre. Et bien sûr, au deuxième semestre, on devait se retrouver à Bordeaux. On se retrouvera donc à Bordeaux en 2021 pour les trophées 8. Il y a eu les trophées 7 à Toulouse, il y aura les trophées 8 à Bordeaux. Et merci beaucoup d'avoir participé à cette galerie 7,5. Merci beaucoup. La